Président de séance, mes chers collègues, intervenir sur la convention nous liant avec la SNCF jusqu'en 2032 ne saurait être fait sans évoquer tout d'abord le contexte et en premier lieu votre irrespect du Code général des collectivités territoriales. En effet, vous entendez faire de ce conseil régional une simple chambre d'enregistrement. Mais si certains élus de la majorité n'ont rien à faire de vos délibérations, car leur seul rôle ici est de voter pour invariablement sans esprit critique, sans même parfois avoir lu les délibérations, le but d'une démocratie est de permettre aussi à vos élus d'opposition d'être parfaitement informés des affaires portées à l'ordre du jour. Or, nous considérons aujourd'hui qu'il n'en est rien s'agissant de cette convention pourtant très importante. Il n'en est rien car nous n'avons reçu dans les délais des 12 jours avant ce vote que 409 pages sur 1700 de la convention précédente. Il a fallu attendre le début du week-end pour recevoir 27 annexes supplémentaires. Il en manque toujours 15 alors que nous allons voter maintenant. Cela démontre deux choses. La première, c'est que vous convoquez une séance plénière avec, comme toujours, un nombre de rapports dérisoire à l'ordre du jour, ce qui veut dire que soit vous ne travaillez pas, soit vous préférez volontairement voter les rapports en commission permanente sans public et sans presse, afin d'éviter toute publicité des débats ou tout débat, car vous n'êtes ni à l'aise sur vos dossiers, ni respectueuse de la démocratie. La deuxième, c'est que même le petit nombre de rapports que vous votez ici, vous n'êtes pas capable de les envoyer aux élus dans les délais légaux. Si un maire RN faisait ça dans sa commune, on entendrait parler à l'international, vous en auriez même des sanglots dans la voix. Alors, vous n'envoyez pas tous les rapports et leurs annexes dans les délais légaux, vous vous asseyez sur les textes et sur la loi et nous devrions l'accepter au nom de quoi? Au nom de quoi devrions-nous accepter l'absence de transparence, de respect des droits des élus de l'opposition? Eh bien, parce que vous nous dites officiellement que vous négociez jusqu'au bout pour défendre les intérêts des habitants. Mais on en a marre de votre pipeau permanent, du fait que vous vous asseyez sur les lois et règlements en permanence, car vous ne respectez ni vos élus d'opposition, ni la démocratie, vous ne respectez rien, vous ne respectez que vous-même. La vérité, c'est que vous ne défendez pas jusqu'au bout les intérêts des habitants. La vérité, c'est que vous improvisez en permanence avec amateurisme, que vous travaillez en dilettante et que vous n'êtes pas prêt à temps. Et plutôt que de décaler la plénière de quelques jours, ce que nous aurions compris, plutôt que de nous envoyer tous les documents pour que nous ayons le temps de les étudier, eh bien, vous ne les envoyez pas. Alors, parfois, vous envoyez les documents aux élus hors délai légal pour qu'ils n'aient pas le temps d'étudier correctement les dossiers. Parfois, comme aujourd'hui, vous n'envoyez pas tous les documents afin que personne ne puisse correctement analyser des annexes auxquelles on nous refuse l'accès car elles ne seraient pas encore terminées. Incroyable. Mais la loi vous empêche de signer des documents que nous n'avons pas validés. Est-ce que vous le savez? Pouvez-vous nous dire à quelle date vous êtes censé nous avoir envoyé le rapport et les annexes du rapport, lesquels nous ont été envoyés réellement dans leur version définitive, lesquels ne nous ont pas été encore envoyés aujourd'hui du tout? Et peut-on acter tout cela dans le procès verbal de cette séance pour que nous puissions déférer au tribunal administratif votre légèreté? La presse révélera-t-elle que vous avez manqué à votre devoir d'information des élus? Bien sûr que non, car c'est visiblement votre cabinet qui dicte les articles ici. La presse occupée ne retient de cette convention que ce que vous voulez bien lui en dire, car elle non plus n'aura pas accès aux annexes. Mais après tout, elle s'en fout, car elle n'est pas là pour avoir un regard critique, elle est là pour être votre outil de propagande permanent, à grand renfort d'achat de publicité et de campagne d'autopromo. Ça, c'est pour la forme et l'absence de transmission du fond. En rappelant que vous nous aviez déjà fait le coup en 2016 en prorogeant les deux conventions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de 6 mois d'abord jusqu'en juin 2017, puis encore de 6 mois jusqu'au 31 décembre 2017, puis encore de 4 mois jusqu'au 30 avril 2018. À l'époque, on avait été indulgent. Aujourd'hui, votre légèreté n'est pas acceptable. Et je rejoins Monsieur Briand sur le fait qu'il y a également l'absence d'évaluation qui doit être notée et remarquée. Pour ce qui est du fond maintenant, enfin uniquement pour ce qu'on a pu en lire sur le peu de pages que nous avons reçues, je le redis, je voudrais d'abord rappeler ce qui nous rassemble avant d'évoquer ce qui nous divise. Ce qui nous rassemble, c'est ce sur quoi vous avez plagié le Rassemblement national depuis 2015, c'est la volonté de mieux mailler le territoire en matière de ferroviaire. Nous défendions depuis de nombreuses années, avec Alain Jamet puis France Jamet, l'idée d'un meilleur maillage ferroviaire en Occitanie. Nous défendions aussi le fait de rouvrir des lignes à l'abandon. De ce point de vue, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir vu des lignes rouvrir. Nous étions d'ailleurs présents pour la réouverture des gares de Bagnoles et Pont-Saint-Esprit, entre autres, dans ces deux villes gardoises qui se sont choisies des députés Rassemblement national et dont les habitants se sentaient à juste titre oubliés et à l'abandon face au manque d'ambition de certains élus locaux. Oui, il est important que les habitants de notre région aient accès au train, surtout avec le coût de l'essence, de la voiture et la baisse du pouvoir d'achat. Rouvrir des lignes est très bien et je me souviens de cette dame âgée lors de l'inauguration à Pont-Saint-Esprit qui était très émue de pouvoir retrouver le train de sa jeunesse. Ça, c'est positif. Je salue tout de même l'action de Jean-Luc Gibelin qui est très présent sur ce dossier. L'autre sujet que nous soutenons, mais à moitié cette fois, ce sont les pôles d'échange multimodaux. Avoir des trains, c'est bien.
Avoir de vraies gares multimodales, c'est mieux. Nous soutenons ce sujet à moitié. Pourquoi à moitié? Car vous faites payer une partie de l'addition aux collectivités locales, alors que la compétence transport régional n'est pas une compétence communale ou intercommunale. Vous ne défendez ici ni les intérêts de la région face à la SNCF ou à l'État, ni les intérêts des communes ou des intercos qui sont mises à contribution hors compétence. Mon collègue Cédric Delapierre évoquera tout à l'heure le peu d'intérêt que vous accordez à l'accessibilité des gares et aux personnes à mobilité réduite dans la réalisation de vos pôles d'échange multimodaux. Venons-en maintenant à ce que nous ne partageons pas, car il est important d'avoir des trains qui circulent et des gares accessibles qui ressemblent à quelque chose. Il faut aussi à un moment s'interroger sur la qualité du service et sa crédibilité, et s'intéresser aussi à sa fréquentation et aux raisons de sa mauvaise fréquentation. Nous le redisons, les habitants ont besoin de trains sûrs, propres, aux horaires fiables et en quantité suffisante. 63 000 voyageurs par jour en TER dans notre région en 2021, chiffre officiel, sur 5,9 millions d'habitants. Votre rapport évoque, lui, 70 000, Madame Delga, 80 000 tout à l'heure. Peut-être demain, on nous dira 200 000. 63 000, c'est peut-être une progression de 12,5% en 6 ans, mais cela reste dérisoire. À peine 1% de la population, quand d'autres régions sont autour de 3. Il y a clairement un problème d'attractivité du TER dans notre région. Alors, quelles sont les raisons de la mauvaise fréquentation de nos trains? Il y avait d'abord le fait que de nombreuses zones étaient éloignées du train. En rouvrant des gares, on règle une partie du problème, mais demeure encore d'autres problèmes, la régularité, la ponctualité des trains d'abord. Et là, vous ne remplissez pas les objectifs que vous vous êtes vous-même fixés lors de la conclusion de la précédente convention. Vous annonciez dans la précédente convention vouloir atteindre 91,5% en 2022. Vous n'avez atteint que 89,06 en janvier 2023 avec 89,37. Nos TER sont les moins réguliers de toute la France sur 11 régions. En Occitanie, ce sont 1121 trains par mois qui arrivent avec des retards supérieurs à 6 minutes. S'agissant de vos objectifs 2023-2032, étant donné que vous étiez voté sur cette convention actuelle, vous avez changé la façon de présenter les objectifs de régularité, ce qui les rend incomparables. En revanche, vous avez présenté de la même manière les objectifs de fiabilité. Dans la précédente convention, vous aviez prévu un objectif de 0,75% de trains annulés en 2022. Dans les faits, sur les mois d'octobre, novembre, décembre, le taux de fiabilité n'était pas de 0,75 comme souhaité, mais de 3,54, 4,66 et 5,09. Sur vos objectifs, vous prévoyez un taux de 1,30 en 2023. C'est un objectif qui n'est donc pas réaliste. La sécurité, ensuite, n'est pas garantie dans vos TER. L'article 32 de votre convention n'énonce que de grands principes généraux, mais rien de concret. Combien d'équipes, combien d'agents, combien de caméras, rien sur la vidéosurveillance, rien sur la police ferroviaire. Vous niez même l'insécurité en parlant dans votre convention de sentiment d'insécurité. Vous savez pourtant que sur certaines lignes, les problèmes de sécurité sont réguliers. Cela aussi, il est dommage que vous n'y apportiez pas de réponse. Rien de précis non plus dans cette convention sur la bonne tenue et la propreté des gares, qui reste un sujet important au quotidien. On pourrait aussi parler des cyclistes qui empruntent les trains et qui ont l'impression d'être des intrus, de ne jamais être pris en compte. C'est tellement compliqué d'accrocher un vélo dans les trains aujourd'hui. On pense aux personnes âgées et aux femmes notamment. Autre critique, les gammes tarifaires, trop nombreuses, trop complexes. Vous n'avez même pas été en mesure d'harmoniser carte à tout et pastel en 8 ans, alors que d'autres anciennes régions ont fusionné. Comme toujours, alors que vous n'avez pas adressé aux élus le rapport et ses annexes dans les délais légaux, vous en avez en revanche amplement communiqué dans la presse. Hélas, vous avez menti. Ni le Césaire ni la presse n'ont vérifié vos chiffres. Nous, oui, malgré le peu d'éléments qui nous ont été envoyés. Ce matin, la presse annonce 350 millions d'euros pour la contribution du TER avec 23,8% de trains kilomètres en plus. C'est un double mensonge par omission. Concernant les 23,8% de trains kilomètres en plus, vous oubliez de préciser que ce sera en 2032 au mieux, si vous réalisez vos objectifs et non pas tout de suite. Concernant les 350 millions d'euros pour la contribution TER, pour nous, ces chiffres sont faux, eux aussi, et tronqués. La première année, la contribution nette devrait plutôt être de 367 millions d'euros. Vous oubliez de dire que cette contribution sera en augmentation constante pour atteindre 495 millions en 2032, soit 434 millions d'euros de moyenne, bien loin des 350 millions annoncés. Vous n'aviez d'ailleurs pas plus respecté les chiffres annoncés dans la précédente convention, mais ça non plus, la presse n'ira pas le vérifier. Enfin, vos montants ne comprennent pas le fonctionnement et l'investissement de la SPL que vous créez aujourd'hui. Environ 50 millions par an sur 10 ans estimés. Nous sommes d'ailleurs opposés à cette création car il s'agit d'un outil opaque envers l'opposition dans lequel nous n'aurons aucun représentant. Quel est l'intérêt de cette nouvelle structure? Je rappelle également que vous reprenez en gestion directe certaines lignes. Je conclue, Madame la Présidente. En résumé, si nous sommes heureux que vous ayez repris à votre compte notre position constante de développer le maillage ferroviaire, nous désapprouvons les chemins pris pour y arriver. Le fait que cette convention ait été négociée en catastrophe, bâclée, sachant qu'on nous annonce déjà des avenants à venir pour cette raison, car il fallait vite la conclure à cause de l'ouverture à la concurrence. 1% seulement des habitants fréquentent les TER. Votre TER n'est pas attractif, ni sûr, ni propre, ni fiable, ni à l'heure. Résultat, c'est une mauvaise convention pour l'usager, mais aussi pour le contribuable. Je vous remercie.